Bonsoir à tous. Je vais essayer de vous exposer le sujet relatif à la prévention des accidents vasculaires cérébraux. C'est ce qu'on appelle les AVC. Vous commencez à en entendre parler régulièrement puisqu'il y a une journée annuelle, en général fin du mois d'octobre, qui consiste sur le plan national et aussi bien que sur le plan international à informer les populations sur les signes d'alerte. Mais bien avant puisqu'on ne peut pas évidemment développer tout le propos, de discuter de l'accident vasculaire cérébral lui-même, la question centrale c'est comment on fait, comment on pourrait faire pour éviter qu'il ne survienne. Je vais vous montrer toute une série d'éléments. Évidemment, je suis loin d'être exhaustif, on ne peut pas aborder dans un temps si court tous les éléments afférents, mais les principaux, et simplement de voir que dans sa prévention, il faut être acteur de sa santé. On peut prévenir tout un tas de difficultés neurologiques de cette nature si on comprend soi-même qu'on doit être en capacité de gérer la santé de son corps. Donc, et c'est accessible si on prête attention à un certain nombre d'éléments que je vais essayer de vous expliquer. Toujours l'angoisse du conférencier, le système marche-t-il ou pas? On va essayer. Voilà. Donc, cette image, je fonctionnerai beaucoup avec des images, parce que je pense que c'est très important de fixer les idées plus que le texte. Vous voyez à peu près sur la partie droite, moi je vois moins bien, on va essayer de se souvenir des choses, vous voyez un petit peu ce que représente l'axe vasculaire. Pourquoi je vous ai montré cette image-là? Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'une très grande partie de ce qu'on appelle les accidents transitoires, c'est-à-dire ceux qui ne durent pas, les gens ont eu des déficiences neurologiques, mais ça s'arrête extrêmement vite, ou ceux qui ont eu des déficiences de longue durée, en fait, ça correspond la plupart du temps à une obstruction d'un vaisseau. C'est-à-dire que vous avez quelque chose, les gens parlent très simplement dans le langage classique de caillots, c'est un raccourci qu'on va utiliser, et donc l'artère est bouchée. Vous voyez que cette arborisation est très vaste. Vous avez heureusement un cerveau très bien irrigué, et vous voyez qu'il a des recours multiples et variés. Voilà ce que ça donne quand on réalise une imagerie particulière dont vous avez entendu parler, qui est l'IRM cérébral, qui fait le diagnostic. Et vous voyez toutes ces taches blanches, eh bien c'est une personne ou plusieurs personnes qui ont eu des caillots dans les artères, et donc la traduction c'est ce que vous voyez bien. Ici les taches blanches, et vous voyez que leur volume et leur taille et leur nombre sont parfois considérables, pouvant occasionner des dommages majeurs. Alors ça, c'est pas évidemment, je ne suis pas en cours, je ne sais pas vous dire de regarder ça en détail, mais c'est pour vous montrer la variété des causes qui sont absolument conséquentes en nombre. Et donc, ce que nous on fait lorsqu'on traite les patients, on va chercher à déterminer ce qui a causé l'accident vasculaire cérébral. Donc on peut avoir des caillots, on peut avoir du diabète, on peut avoir de l'hypertension, on peut avoir plein de choses pour lesquelles je vais vous expliquer comment prévenir le risque. Et donc, à chaque fois que nous verrons un patient qui a un accident vasculaire cérébral, nous allons chercher quelle est la nature, l'explication qui pourrait rendre compte de ce qui vient de se passer. Alors, la seule chose à voir, c'est que l'accident vasculaire cérébral, ça ne se limite pas à ce qu'on appelle l'ischémie, c'est-à-dire l'artère qui se bouche. C'est quand même le lot commun, 85% des cas, mais vous avez malheureusement ce genre d'accident-là, des grosses taches blanches que vous voyez au centre de ce cerveau gris, et malheureusement tous ces gens sont morts. C'est des hématomes du cerveau de très gros volume, qui sont la partie complémentaire de ce qu'on appelle les AVC, parce que les AVC, ça regroupe principalement les obstructions artérielles, les petits caillots que je vous ai montré avant, mais aussi un pourcentage de gens qui n'ont pas de caillots, mais qui à l'envers ont des ruptures de petites artères avec ces énormes hématomes qui, pour beaucoup d'entre eux, lorsqu'ils ne sont pas traités correctement, sont emportés malheureusement. Voilà ce que ça donne quand on fait une anatomopathologie, c'est une nécropsie. On voit ces gros hématomes, la flèche, c'est toute cette surface-là qui a occupé la quasi-totalité et qui fait que malheureusement ces gens sont disparus. Alors, l'accident vasculaire cérébral, puisque l'information se diffuse petit à petit, vous saurez que la fréquence, c'est-à-dire la quantité d'accidents diagnostiqués par an en France, elle est supérieure au nombre d'accidents cardiaques. Alors c'est très peu connu du public. En réalité, le nombre de patients victimes de ce qu'on appelle dans le langage courant les congestions cérébrales, c'est extraordinairement nombreux. Et vous voyez un petit peu ce que représente ce petit graphique
graphique qui est censé expliquer chez l'homme comme chez la femme comment évolue depuis les années 50 le nombre d'accidents mondiaux qu'on a pu diagnostiquer. Alors là, on était heureux. Ici, c'est la période où on n'avait quasi aucun traitement. Et puis petit à petit, on a vu apparaître toute une série de médicaments qui traitaient l'hypertension artérielle. Et vous voyez nettement qu'il y a un aplatissement de la courbe. C'est encore plus spectaculaire chez les femmes. Et ça a été l'un des points centraux qui a permis d'améliorer le pronostic. C'est vraiment le traitement de l'hypertension artérielle. Et puis là, on n'est pas rassuré par voir, en voyant cette réaugmentation de la courbe. Je vais vous expliquer pourquoi. Globalement, on savait, on a su déjà depuis une vingtaine d'années qu'il y aurait ce qu'on appelle un pic d'accidents vasculaires cérébraux chez les gens âgés, parce que l'hypertension arrive à cet âge-là, qu'on est plus sujet à avoir du cholestérol, on est plus sujet à avoir des artères qui vieillissent avec l'âge. On n'a pas que le cristallin qui devient vieux, ou les cheveux qui chutent et autres. Et bien, on a la chance de vieillir, profitons-en. Il y a 100 ans, on mourait à 35 ans. Maintenant, on a la chance de mourir bien plus vieux, mais il y a des maladies médicales que l'on doit prévenir ou guérir ou faire les deux. Alors, vous voyez que nous, on reçoit déjà 550 cas pour un territoire de santé que nous gérons, qui est de 400 000 habitants, et sur le plan national, vous voyez qu'il y a 150 000 personnes qui en sont touchées par un. Donc c'est un problème de santé publique important. Et on a pu voir récemment, on a eu une alerte, il y a 3 ans, 4 ans, où là aussi il faut féliciter les Français, notamment le professeur Maurice Giroux, qui gère un des 2 registres mondiaux qui permet de déterminer la quantité d'accidents vasculaires et leurs causes, et il a alerté il y a 4 ans, disant mais on voit nous, dans notre région, à Dijon, une augmentation très caractéristique du nombre des AVC des gens jeunes, et ça personne ne l'avait pronostiqué, et ça a été confirmé par le 2e registre mondial qui existe à Londres, et on a vu qu'il y avait une multiplication par 2 en 15 ans du nombre d'accidents vasculaires cérébraux chez les gens jeunes. Donc on a cru pendant longtemps que c'était une maladie qui ne concernait qu'une tranche d'âge. Effectivement, ça reste le cas au-delà de 65 ans, c'est très largement majoritaire, mais ça commence effectivement à toucher les populations les plus jeunes pour un certain nombre de raisons que je vais chercher à vous expliquer. Si vous aimez l'histoire, je vous ai mis quelques diapositives, puisque ces 2 événements, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et au cours de chacune d'entre elles, les accidents vasculaires cérébraux ont frappé. Vous voyez ici le président américain de l'époque, qui s'appelle Wilson, qui cherche à déterminer la fin de la guerre, un protocole d'accord entre les Français et les Allemands, et au beau milieu, il est frappé, là, vous voyez sa photo, lorsqu'il est intronisé entre les présidents des États-Unis, et puis là, vous le voyez curieusement en train de signer uniquement et de ne pas bouger le bras, puis là, il est carrément dans l'équivalent de son conseil des ministres, dans un fauteuil, et il ne bouge pas le côté. Il a été frappé par un accident vasculaire, et l'atteinte cérébrale qu'il aura fait qu'on a dit qu'il avait, ce délai avait permis des négociations des Français un peu plus dures, conduisant à avoir un protocole un peu méchant envers les Allemands. C'est une histoire, mais c'est très intéressant de voir que cette personne a été touchée, parce qu'à l'époque, dans les années 20, avant les années 20, dans les années 10, 15, 20, il n'y avait quasi pas de traitement pour prévenir l'hypertension artérielle. On passe à l'Est, et il se passe exactement la même chose. Lénine est frappé par plusieurs accidents vasculaires cérébraux, lui aussi il a des facteurs de risque familiaux, et il finira par mourir de l'un d'entre eux, alors qu'entre deux il a été miraculeusement sauvé d'attentat, puisqu'il a failli être assassiné par une charmante dame à coup de pistolet, pour des raisons politiques. C'était pas la raison qu'on entend actuellement. Et donc, il a été frappé, lui également. C'est l'inverse de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que lui a eu des embolies cérébrales multiples et dont on a ignoré clairement la nature. En tout cas, les neurologues regardent très souvent leurs patients au fond des yeux et ils s'aperçoivent que parfois on arrive à détecter des accidents bien avant qu'ils arrivent. Si vous regardez l'ouverture de l'œil, c'est vraiment de la microcémiologie, et vous regarderez qu'ici il est bien moins ouvert, et on savait déjà rétrospectivement que ce monsieur allait faire des accidents vasculaires. Le neurologue est toujours quelqu'un qui était obsédé par la symétrie et qui regarde les 2 ennemis visages de manière tout à fait particulière. Eux aussi ont été frappés au cours de la Seconde Guerre mondiale, ou à l'issue de la Seconde Guerre mondiale,
Churchill adorait son cigare. Il disait soi-disant qu'on ne fait pas de sport, qu'il n'y a pas de no sport. C'est archi faux, parce qu'il en faisait beaucoup. Il buvait également beaucoup. Certains ont dit que ça l'avait protégé, parce qu'il adorait ce whisky. Le président américain avait été déjà frappé d'un hématome cérébral et mourra d'un hématome cérébral. Et lui qui est fier comme Artaban, eh bien non, il n'est pas protégé, puisque lui aussi va mourir d'un hématome du cerveau en 1953. Il y avait très sûrement une hypertension, il n'a pas été traité puisqu'il n'existait que des médiocres médications qui n'avaient pas d'impact à l'époque. Lui, il est mort très rapidement parce que comme il avait la fâcheuse habitude de fusiller régulièrement tout son entourage, personne n'avait osé aller le déranger quand on ne l'a pas vu pendant plus de 24 heures. Donc il allait le garder dans son bureau et alors on l'a trouvé par terre. Voilà pour la petite histoire. Ces gens-là ont été touchés, puisqu'à l'époque, majoritairement, c'était l'hypertension qui était le facteur principal. Alors, comment est-ce qu'on devrait dépister un accident vasculaire? Globalement, on le sait, les signes d'alerte, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus parler, on peut comprendre, ou alors à l'envers, on peut ne pas comprendre, et l'entourage va dire mais il parle bizarrement avec des mots étrangers, déformés, qui ne veulent rien dire. Et il est absolument important d'avoir le signe d'alerte qui dit « oulala, il se passe quelque chose d'anormal, je fais le 15, ça doit être votre réflexe ». Ils perdent la sensibilité comme s'ils avaient une anesthésie, comme chez le dentiste, mais au lieu de se limiter à la joue, vous allez avoir l'intégralité de la moitié du corps qui va donner ce type d'anomalie. Vous pouvez être victime, ils peuvent être victimes, corrige le langage, ils peuvent être victimes d'une hémiplégie, c'est-à-dire une paralysie du bras, de la jambe, de la bouche. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Ou alors un œil qui ne voit plus pendant quelques minutes. Les gens vont dire c'était tout noir à droite, je voyais, à gauche je voyais rien et ça a disparu. Et voilà à peu près, avec ces signes-là qui sont extrêmement simples, c'est là, on en viendra tout à l'heure et on va développer le propos, la prévention, elle commence en rapportant chez le médecin traitant, il faut arriver à trier la population que le médecin traitant gère régulièrement pour expliquer à ces gens qui ont des facteurs de risque, si vous avez des choses comme ça, il faut appeler le 15 et pas attendre tranquillement à sa maison. Parce que le drame, c'est que l'infarctus du myocarde, ça fait mal, voire même très mal. Donc les gens appellent, et en plus culturellement, les gens ont pris l'habitude de connaître ce que c'est qu'un pépin cardiaque, vu tout ça à la télé, etc. L'accident vasculaire est encore peu connu, et surtout, le cerveau, quand il est touché, ça fait pas mal. C'est intriguant, c'est lui qui gère la douleur, qui construit la douleur, qui est une construction cérébrale, mais le fait qu'il y ait un dommage dans le cerveau, souvent, eh bien, il n'y a pas de douleur. Et c'est ça qui retarde le diagnostic. C'est pas parce qu'on n'a pas mal que c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose de central qu'il faut s'habituer à connaître. Alors, comment est-ce qu'on fait maintenant pour prévenir les accidents vasculaires? Puisque finalement, c'est ça l'enjeu. Quand on voit le drame et les conséquences potentielles, je ne me permettrai pas de développer tous les points, la prise en charge, sauf s'il y a des questions après, parce que le propos sera un peu décentré. Et essentiellement, la grande question, c'est peut-on en prévenir beaucoup? Et si oui, comment est-ce qu'on fait? Et sur quel axe il faut s'appesantir? Voilà encore une petite image. Voilà, ça doit rester gravé dans le marbre. Soignons son hypertension artérielle. Alors, pour les plus intéressés sur le sujet, si vous prenez 100 hypertendus, vous en avez 40% qui s'ignorent. C'est quand même assez dramatique, à l'ère du brassard qui existe chez le médecin traitant, des possibilités de s'acheter soi-même et d'être éduqué pour pouvoir les prendre, d'avoir un merveilleux outil de maillage infirmier qui, quand même, 600 000 personnes sont infirmiers en France et sont en capacité d'aider ou de prévenir ce genre de choses. Et malgré tout, il y a un énorme trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quasiment un bon tiers des gens qui sont hypertendus, qui s'ignorent parce qu'ils n'ont pas toujours de signe clinique. La deuxième cause, c'est d'autant plus dramatique qu'il existe dans notre catalogue de médicaments que vous connaissez, qui s'appelle le Vidal, une idée du nombre de médicaments disponibles pour traiter l'hypertension. C'est pas 3, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est plus de 250. Donc on a largement de quoi traiter correctement une hypertension artérielle.
Donc il y a un point qui heurte beaucoup, et je pense que un des précédents ministres de la Santé, qui s'appelait M. Kouchner, a eu une idée qui a paru très saugrenue à l'époque, qui était de marquer dans le texte de loi qui concernait le dossier médical et plus exactement la possession par le patient de sa santé. J'oublie le nom exact de la loi. Il a marqué le nom de client. Ça a frappé tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces clients, etc. Oui, mais le problème, c'est que nous sommes en face d'une population dont le raisonnement, la méthode de prise en charge est en train de changer totalement. On ne parle pas la même langue médicale avec quelqu'un qui a 70, 80, 90 ans. En général, vous observez qu'il y a une vision pyramidale du soin où dit quelque chose s'est exécuté. Chez les jeunes, il y a une vision horizontale, comme ils font dans les réseaux, et ils veulent picorer des informations par-ci, par-là, confronter avec le voisin, etc., avant de croire que ce que vous dites est potentiellement utile ou pas. Donc il y a une nécessité pour les médecins et pour les personnels de santé en général de parvenir à discuter avec d'autres arguments et d'autres images, d'autres constructions, de façon à amener le patient à comprendre où est son intérêt et pourquoi on insiste sur le fait qu'il ne faut pas être en situation de père fouettard. C'est la pire des situations. Il faut être au contraire en situation de trouver les arguments qui permettent de convaincre le patient ou le client de façon qu'il puisse prendre son traitement. Donc l'hypertension, c'est de loin l'effort qui est le plus utile. Les maladies cardiaques, je ne vais pas les détailler, c'est tout un tas de pathologies, j'en reviendrai un petit peu tout à l'heure rapidement. Le diabète, ça je vais en dire un mot. Le tabac, j'en dirai également un mot. Parce que c'est une chose importante. Et vous voyez, ce qu'on observe clairement, c'est que le cholestérol, sa responsabilité dans l'accident vasculaire n'est pas aussi vaste que ça. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une atteinte à étage. Le tabac, ça touche les jambes. Le tabac, ça touche les coronaires et le cholestérol, les coronaires. Et puis en haut, c'est plutôt l'hypertension. Comme s'il y avait des facteurs de risque particuliers qui touchent les étages comme dans un immeuble. C'est pas exactement les mêmes endroits qu'on a les complications. Alors, pour revenir rapidement sur l'hypertension, vous voyez un peu ces chiffres. Est-il utile de rappeler que 40% des gens s'ignorent, alors que vous avez quand même 50% des personnes âgées de plus de 65 ans qui sont hypertendues. Donc la prise rapide, le développement de la prise de la pression artérielle dans les pharmacies, dans les méthodes de diagnostic qu'on va voir arriver, les appareils automatisés qui permettront au sein de télémédecine et autres dont vous avez entendu parler, ça doit se développer. Chacun doit considérer que sa pression artérielle, il est en capacité de la mesurer, d'apprendre à la mesurer et de se plaindre dès lors qu'il aura vu des séries de chiffres qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normaux. Ça, c'est des chiffres, a priori, que l'on recommande dans l'automesure. Vous voyez, on peut apprendre à faire l'automesure. Je ne vais pas aller plus loin au cabinet médical. On apprend à avoir des capacités de faire des enregistrements sur 24 heures. Certains d'entre vous ont peut-être eu, ou des membres de votre famille, des enregistrements. On repart chez soi avec la boîte. Et donc, vous pouvez, dans des conditions de vie réelle, mesurer la pression artérielle toutes les demi-heures. Et comme ça, vous savez si vous avez un hypertendu, équilibré, pas équilibré. Et même parfois, on découvre aux stupéfaction qu'ils n'ont pas une hypertension aussi majeure qu'on le pensait au préalable. Voilà. Alors, globalement, les choses sont simples. C'est si vous avez une pression artérielle qui, dirons-nous, est dans les normes, c'est-à-dire 140 au maximum, 14, que les gens entendent chez leur médecin, elle est à 14. Si vous baissez de 14, puisque j'ai choisi que c'était cette borne, imaginez que vous êtes à 15. Si vous baissez de 15 à 14, vous baissez de 40% le risque d'accident vasculaire. C'est miraculeux. Il faut imaginer que ce n'est pas complexe, ça exige évidemment un autre point que je dois souligner, qui est l'observance thérapeutique. Alors on a une structure qui s'appelle le CRIP, vous pourrez trouver ça sur Internet si vous avez l'occasion de vous y intéresser. C'est une structure qui regarde sur le plan national la façon dont les patients prennent les médicaments aux stupéfactions, 54% seulement
des Français prennent correctement leur traitement. Il y a un énorme effort à faire de convaincre, éduquer, convaincre les populations qu'il est bien de leur intérêt de ne pas considérer ce qu'on leur dit comme étant hors de propos, et donc un pouvoir de conviction qui est à organiser de la part du médecin traitant, de la part des personnels de santé, pour faire comprendre l'utilité. Il faut avoir une vision préventive. Et la grande difficulté aussi, c'est que nous avons une vision de plus en plus de court terme. Évidemment, la prévention, c'est du long terme. Donc si on regarde le bout de ses souliers, évidemment, on voit qu'ils sont très jolis, mais on ne va pas voir qu'on va tomber sur le trottoir d'à côté. Donc il est absolument impératif de penser au long terme et d'avoir une vision de long terme. Je ne vais pas insister, mais vous voyez très clairement ici, quand on regarde le nombre de gens qui ont des accidents vasculaires et ceux qui en ont nettement moins quand ils prennent leurs médicaments, c'est absolument caractéristique. Donc, j'ai beaucoup insisté sur l'hypertension parce que c'est vraiment fondamental. J'ai une image que je prends souvent pour expliquer aux patients. Quand vous allez dans votre jardin et que vous arrosez votre jardin, maintenant c'est plus techniquement comme ça, mais dans le temps, mettez tous son doigt sur le tuyau d'arrosage et vous vous souvenez de la pression qui régnait sur votre doigt, c'est ça l'hypertension artérielle. Comment il faut faire passer un gros volume sous forte pression pour que ça circule. Donc vous imaginez, quand vous vous souvenez de l'ampleur du jet, ce qui se passe dans la tuyauterie où vous mettez une pression extraordinaire. Il faut dire un mot de la consommation de sel. La gabelle n'a pas disparu, elle est juste reconvertie. Oui, vous avez, j'en reviendrai tout à l'heure, tout un tas d'aliments extrêmement salés, et les hommes sont plus têtus, puisqu'ils mangent plus de sel que les femmes, et globalement, l'ensemble de la population mange beaucoup trop de sel, et plus exactement, 5 grammes suffirait, et nous en mangeons, suivant les séries qu'on a vues, au moins 8 à 9 grammes, c'est presque le double des nécessités. Donc en permanence, on a des alimentations qui sont trop riches en sel et qui exigent qu'on réduise la totalité de ce qui est consommé, puisque si vous regardez ici, on voit clairement, regardez quand on baisse la consommation de sel, un graphique séparant, et vous voyez immédiatement la pression artérielle qui chute, et en plus le nombre de morts par AVC qui chute. Donc c'est une démonstration. J'espère. Alors, nos aliments, je ne veux pas, j'ai dit que je ne me transformais pas en père Fouettard, mais c'est important de comprendre et ensuite de disposer soi-même des éléments qui permettent de tirer des conclusions personnelles de ce qu'on doit faire. Alors, vous avez entendu encore il y a quelques jours cette alimentation préparée, dont on a soupçonné qu'elle donnait des maladies potentiellement. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa absolue. Manger du lait de ferme il y a 30 ans qui n'était pas stérilisé correctement, attraper les salmonelles et puis mourir. On ne peut pas dire non plus que c'était très gratifiant. Donc il ne faut pas non plus considérer que cette alimentation doit être... Mais il faut quand même considérer qu'on mange beaucoup trop de sel parce qu'on a l'habitude de plus en plus, pour des raisons d'organisation à la maison, tout le monde travaillant, les horaires sont élastiques, etc. Bien évidemment, ça prédispose à utiliser l'alimentation préparée. Néanmoins, vous voyez qu'elle est souvent extrêmement salée. Alors quand je disais que c'est la gabelle reconvertie, typiquement, c'est ça. Puisque la gabelle des temps modernes a été remplacée par un goût de la TVA, donc de toute façon, je dis pas ça pour nos élus, mais enfin globalement, c'est ça. Nous avons une appétence naturelle au sel et au sucre. C'est dans nos gènes, c'est gravé dans le marbre, donc on a envie de manger salé, donc on a envie de manger sucré. Alors il existe tout un tas de possibilités sur le plan culinaire, de remplacer par des épices, de remplacer par des sels de régime qui ont de régime que le nôtre, parce qu'il s'agit de remplacer le sel par tout à fait autre chose qui donne quand même un goût de sel, et qui permet de cuisiner grossièrement. Si on devait prendre une décision ce soir en partant, c'est de dire désormais je vais cuisiner sans rajouter de sel dans mes cuisines. Oh, j'ai soulevé la tempête.
Voilà. Si on faisait ces substituts-là, qui sont assortis à son alimentation avec beaucoup plus d'épices et beaucoup plus de sel d'origine. J'ai longuement insisté sur l'hypertension, mais vous avez vu, c'est fondamental. Tout aussi fondamental, c'est le tabac. Le tabac donne des accidents vasculaires cérébraux, puisqu'il favorise l'entrée des lipides qu'on appelle le cholestérol, vous connaissez bien, à l'intérieur des artères. Les artères se rétrécissent et elles finissent par se boucher. Alors, moi j'ai commencé il y a longtemps mon cursus médical, je voyais un accident vasculaire lié au tabac chez des gens qui avaient 80 ans, qui fumaient avec des quantités restreintes, dispersées tout au long de la semaine. Maintenant, une consommation tabagique énorme, Français champion d'Europe. Les moins de 30 ans, nous avons la population la plus élevée qui fume en quantité, en volume. J'ai vu il n'y a pas plus de 3 mois le premier accident vasculaire d'un moins de 50 ans chez un patient qui m'a affirmé avoir commencé à fumer à l'âge de 8 ans. Voilà. Et j'ai déjà vu 4 ou 5 cas qui ont commencé à l'âge de 12 ans. Régulièrement, ceux que l'on voit à moins de 50 ans, c'est les gens qui ont commencé à fumer à l'âge de 15-16 ans. Donc il faut voir que la consommation de tabac, lorsqu'elle est répliquée à plus d'un paquet par jour au moins, eh bien en fait vous avez des gens devant vous qui ont 50 ans d'âge civil et qui ont 95 ans d'âge artériel. Voilà, c'est ça l'image qui doit frapper. Alors, comme on fait des campagnes de prévention et qu'on essaie de faire sortir le tabac de nos mœurs, et des raisons d'espérer, eh bien l'industrie du tabac s'attaque aux pays asiatiques et vous voyez typiquement vers quoi on se dirige. C'est une consommation de plus en plus jeune, de plus en plus soutenue dans les pays asiatiques et ils auront le même problème dans un délai qui est de long terme, qui n'est pas immédiat, mais il n'est pas aussi de long terme qu'on veut bien le dire, puisque vous vous souvenez qu'après avoir longuement bataillé, M. Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé à l'époque, a permis de faire passer cette loi qui était celle qui a permis d'éviter le tabagisme passif. Enfin, c'est des effets de long terme. Eh bien non, il y a des effets de court terme. Et c'est tellement vrai que tous les pays européens qui ont voté cette loi ont vu instantanément, dans les 2 à 3 mois qui suivaient, 15% d'infarctus cardiaque en moins et 10% d'AVC en moins. Donc, ce qui veut dire que les effets du tabac, ce n'est pas que des effets de long terme, qu'il faut projeter en disant oui, j'ai du temps devant moi. Non, il y a des effets immédiats du tabac sur le risque vasculaire. Et donc, quand on arrête la consommation passive, et a fortiori, si évidemment on arrête la consommation active, on a immédiatement des résultats très performants sur son risque vasculaire global. Et comme c'est toujours la situation de la prévention, le curatif, on voit la maladie, la prévention, on ne sait jamais montrer aux gens ce qu'on a réussi à éviter. Et là, c'est par milliers de morts, depuis que cette loi existe, qu'on a évité des invalides, des gens qui ont perdu la mémoire, qui ont tout un tas de séquelles, parce qu'on a évité qu'ils soient en situation d'une consommation passive. Et à l'époque, on disait c'est attentatoire à la liberté. Non, c'est attentatoire à la liberté de celui qui n'a pas envie d'avoir un accident vasculaire. C'est-à-dire qu'il faut considérer que le tabagisme passif, il est toxique pour l'entourage et immédiatement toxique, et non pas une toxicité seulement de long terme. Donc ça, c'est un point qui est mal connu et sur lequel je voulais insister parce que c'est très important. Donc, réduire sa consommation de tabac, les Français restent en tête, mais vous verrez qu'il y a des raisons d'espérer. L'alcool, qu'est-ce que c'est que ce père Fouettard? Mais non, regardez, il y a quelque chose d'intéressant à vous dire, c'est que la consommation de bas niveau, ce que vous voyez dans le milieu de la diapositive, a un effet sur un protecteur partiel, et vous voyez que le volume est restreint, il faut une quantité extrêmement faible journalière, c'est constituer une partie de ce que les Américains appellent le French paradox. Ils ne comprenaient pas pourquoi dans certaines régions, des gens survivaient alors qu'ils mangent du foie gras, qui boivent de l'alcool, etc. Ils sont interpellés, oui, parce qu'on pense qu'il y a un effet direct sur la teinte artérielle. Mais vous voyez que ce sont des consommations qui sont globalement restreintes et qui sont plus faibles. Il n'y a pas la parité dans l'exigence de la consommation, puisque la différence entre les femmes et les hommes, on pense que chez les femmes, il faut une consommation restreinte à 1 verre par jour maximum, et chez les hommes, 1 à 2 verres, pardon.
nous avons en face de nous un autre phénomène qui est lui bien plus dangereux, c'est la migration de la consommation d'alcool chez les jeunes qui a complètement changé. Le vin rouge, le vin blanc, etc. reste à des niveaux importants. Nous sommes encore champions du monde. 45 litres de vin par an, par habitant, ça a encore été rappelé ce matin. Si vous soustrayez les bébés, les personnes qui ne boivent plus, qui sont plus en état de boire, mais punaise, on mange tout ça, on boit tout ça. Et oui, c'est possible. Et tout simplement, oui, mais vous regardez, on peut s'en étonner, mais si vous consommez 1 à 2 verres par jour, multiplié par 365, vous calculez le nombre de bouteilles, ça fait quand même un certain nombre de litres. Donc c'est pas de l'alcoolisme marqué pour bon nombre, mais c'est ce qu'il faut éviter, c'est la consommation des plus jeunes. Celle qui est en haut, je ne vous ai pas mis le nom anglais, ça s'appelle binge drinking, vous avez peut-être entendu parler de ça. Alors c'est quoi? C'est je suis un cadre cravaté, je travaille très bien du lundi au vendredi, et le samedi je tombe dans l'ornière, dans le caniveau, après m'être saoulé jusqu'à plus soif. Voilà. Et donc ça c'est un phénomène extrêmement répandu dans toute l'Europe, qui a fait le tour de l'Europe, qui est maintenant est arrivé en France, même dans les grandes écoles. C'est pas, les études n'ont pas forcément intelligent sur ce domaine-là tout au moins. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, le samedi soir, après le binge drinking, dans l'ensemble de l'Europe, le dimanche soir, on voit une augmentation d'hospitalisation des AVC, 2 pics concomitants. Je bois massivement le samedi soir, le dimanche, j'ai une hospitalisation en nombre plus croissant de ces mêmes jeunes qui le consommaient. Donc l'effet de l'alcool, l'effet massif de l'alcool a manifestement un rôle dans les accidents vasculaires cérébraux. En plus d'avoir démontré que ça avait des effets toxiques sur le tissu cérébral immédiatement et non pas de manière lente et progressive. Il y a un patron, un prof allemand qui travaille depuis longtemps là-dessus, qui a déjà fait des publications montrant clairement que l'effet aigu est toxique de la même façon que l'effet chronique. Ça détruit des neurones, ça c'est clair. Donc vous avez évidemment le droit de faire ce que vous voulez et bien de consommer un tout petit peu, d'éviter les consommations massives. Les maladies cardiaques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez entendu parler des anticoagulants qui sont dénommés dans le registre du traitement, ce qu'on appelle les AVK, les anticoagulants oraux. Alors il y en a des nouvelles générations, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a beaucoup de gens qui étant âgés ont ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire un rythme cardiaque, c'est le chronomètre qui s'est déréglé et qui, au lieu de battre de manière très très régulière, bat de manière anarchique. Ça s'appelle la fibrillation auriculaire. Or, ce trouble du rythme, à moins de 50 ans, 45 ans, vous avez moins de 1% des gens qui ont ça. À 80 ans, ils sont 20%. À 90 ans, ils sont 25 à 30%. Donc, avec l'âge, ça devient très fréquent. À dépister impérativement. Pourquoi? Parce que s'ils prennent des anticoagulants, eh bien, ils n'ont pas de risque de faire des embolies. Regardez ici, alors on a un test, ça c'est parlant, j'adore les courbes, c'est parlant. Voilà ce qui se passe ici. Vous avez des gens qui prennent leur anticoagulant parce qu'ils ont une maladie cardiaque. Regardez leur taux d'accident, il est microscopique. On a l'échelle ici. Ici, ils ont oublié de prendre leur anticoagulant. Regardez ce qui se passe là. Le risque d'accident. Eh bien, figurez-vous que c'est de plus en plus fréquent. Des gens qui, comprenant sans comprendre ou n'ayant pas les capacités, les possibilités, etc., le rôle de l'entourage est important. Et le rôle de l'encadrement médical en ville et paramédical également. Prenons nos médicaments. Quand les médicaments sont donnés, et notamment ici, on voit clairement que pas pris égale un AVC. Puis à l'envers, il y en a d'autres qui se trompent, qui chamboulent tous leurs médicaments, qui en prennent 2, 3, 4, vous oubliez s'ils l'ont pris, etc. Et regardez à l'envers ce que ça donne, des hématomes du cerveau. Donc en fait, il y a une espèce de creux de hamac où il faut se trouver, et si on ne prend pas, on se retrouve avec un caillot dans le cerveau, et si on prend trop de médicaments, c'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour organiser sa prise, et on se retrouve avec des dommages. Mais c'est hyper protecteur. Cette courbe est une incitation à dire il faut prendre ces médicaments anticoagulants. Or, en France, on voit de plus en plus des accidents vasculaires qui sont évitables, parfaitement évitables. Nous, ça nous arrive, on va dire, 2 ou 3 fois par semaine sur le dos des 550 euros. Donc, c'est pas si rare. Autre cause qui n'était pas très connue, ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. C'est très fréquent quand on la cherche bien.
Et alors vous avez toutes sortes de choses, hein, les gens vous racontent ça souvent, c'est de consultation très fréquent. Docteur, je somnole, je leur dis souvent, commencez à regarder la télé, c'est la télé qui vous regarde après. Et effectivement, ils ont des phénomènes de somnolence dans la journée, ils ont des maux de tête, des troubles de concentration, etc. Et c'est devenu, dans la vie quotidienne, on ne s'étonne plus que son conjoint ronfle, sauf quand il ronfle beaucoup. Et à ce moment-là, certains vont même jusqu'à changer de chambre, le conjoint s'en va, et il va ailleurs. Il va ailleurs depuis longtemps, oui, ça fait 5 ans, 10 ans, on a changé de chambre parce qu'il ronfle, je vous assure, ça fait trembler les murs. Mais je dis après, et quand il ronfle, il arrête de respirer? Bah oui. Puis des fois, je le secoue parce qu'il fait... Puis tout d'un coup, hop, il ne respire plus. Ça, c'est un facteur de risque d'accident. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on arrête de respirer? La pression artérielle s'envole, vous mettez le doigt sur le tuyau, là, à ce moment-là, clac, et vous risquez un accident vasculaire parce que la pression artérielle a été largement augmentée à cause de ça. Ça se traite, oui, mais d'abord ça se dépiste. Donc, il faut enregistrer le sommeil, on va voir que les gens font des apnées de sommeil, on va prendre tout un tas de mesures, je n'entrerai pas dans les détails. Souvent il y a un appareil qu'on met à la maison, et bien certes l'appareil est encombrant, mais si c'est pour gagner 5, 10, 15 années de vie en bon état, ça vaut le coup quand même. Donc, l'obésité, encore un nouveau fléau des temps modernes. Dans les années 40, on se battait pour avoir à manger, on était maigre. Maintenant, voilà qu'on se bat pour perdre du poids, tellement nous sommes sollicités par l'environnement en calories. Alors, l'obésité, voici tout ce qu'elle donne comme complications. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez que nous avons collectivement intérêt à faire en sorte que nous puissions maîtriser la courbe de notre poids. N'oublions jamais que depuis le 1er janvier 2008, l'espérance de vie aux États-Unis a commencé à redescendre, fait inédit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il n'y a pas que le surpoids qui est en cause, il y a la toxicomanie en particulier, 22 000 morts par an. Ils vont chercher des médicaments dans les pharmacies. Tous les chanteurs dont vous avez entendu la disparition, Prince, Michael Jackson, etc., ce sont des toxicomanes. Houston, 22 000 morts par an. Donc l'automédication, c'est gentil, mais il faut la limiter à des médicaments pas toxiques. 60% des médicaments qui contiennent de la codéine sont consommés aux États-Unis. Ce sont des vrais toxicomanes, et par dizaines de millions. Donc il faut faire attention. Et donc l'espérance de vie, elle baisse pas seulement à cause de ça, elle baisse en partie à cause du surpoids et des facteurs de risque. Oui, les jeunes sont plus souvent qu'avant obèses, mais regardez donc ici, quelques courbes, il ne faut pas non plus considérer que c'est une maladie réservée à une catégorie de la population qui mangerait mal. Ça devient petit à petit, malheureusement, effectivement, une maladie que l'on voit se répandre chez les gens les plus pauvres, qui ont des organisations alimentaires qui sont particulières en fonction des capacités financières qu'ils ont. Mais vous voyez que ça n'est pas réservé. Le métabolisme change avec l'âge et il faut savoir se dire que c'est pas parce que j'augmente en âge que j'ai le droit d'augmenter mes calories indéfiniment. Je ne dois pas non plus faire à l'envers, je ne dois pas non plus avoir un régime restreint, mais on doit être en capacité de manger en parallèle de ses besoins. Voilà sur le plan cardiaque et vasculaire ce que ça donne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Plus préoccupant est l'évolution du diabète. Le diabète, l'OMS s'est trompée. Il y a encore 10 ans, elle affirmait que nous allions passer de 180 millions d'habitants dans le monde à 300 millions d'habitants victimes de diabète. Maintenant, nous savons que ça sera au moins 400 à 450 millions. Donc c'est une maladie en large expansion. Et vous voyez malheureusement que nous ne sommes pas les derniers de la classe. D'ailleurs, l'accident vasculaire cérébraux non plus. Nous sommes devenus les deuxièmes de la classe grâce à la réunion des deux régions qui chacune était moyennement dans le haut de tête, mais l'assemblage des deux fait que nous sommes dans le Tour de France parmi les 2 premiers ou 3 premiers, si on peut dire. Et vous voyez que c'est inégal, je vais vous montrer après. Vous avez des zones de France là, par département qui sont plus touchées que les autres, probablement à la fois pour les conditions socio-économiques et les antériorités familiales, puisqu'il y a beaucoup de diabètes qui sont héréditaires. Si vous regardez ce graphique qui a été fait par l'Agence régionale d'hospitalisation,
vous voyez très nettement que, par exemple, pour la partie qui est l'ex-Nord-Pas-de-Calais, un bout des Hauts-de-France, qui représente quand même 2 tiers des Hauts-de-France, en termes de population, vous voyez qu'on n'est pas touché par le diabète en fonction des endroits où on habite, c'est pas la même importance en termes de nombre et puis vous voyez toujours que visiblement il y a quand même l'aspect socio-économique qui est important, puisque dans les zones métropolitaines, manifestement, il y a quand même moins de sujets atteints par cette maladie. Les légumes, ça ne va pas vous rassurer après ce que vous avez entendu sur les légumes il y a 48 heures. Oui, ils ont des traces de toutes sortes de choses, ils ont des traces. Mais là encore, il ne faut pas tomber dans la paranoïa aiguë. Ce n'est pas parce qu'ils ont des traces de telle ou telle chose qu'il faut aller regarder c'est quoi les traces et elles sont ou non considérées comme potentiellement dommageables ou pas. Manger des pommes pourries du fond de son jardin qui n'ont jamais été traitées mais qui recèlent des vers, des bactéries, etc. Je ne suis pas sûr, quand elles sont dans cet état-là, que ça soit moins mortel que la pomme qui a eu 1 ou 2 ou 3 ou 4 traitements. Néanmoins, effectivement, il faut faire attention à la façon dont nos légumes et dont nos fruits sont préparés. Et je pense que les Français sont en train de redécouvrir les légumes de proximité et bien d'autres choses de proximité. Et je pense que c'est dans ces temps où on entend parler de grosses difficultés agricoles, c'est peut-être notre regard qui doit se retourner à nouveau vers des endroits où on savait faire des choses à manger qui avaient du goût et qui ressemblaient quand même à un légume autrement qu'avec la forme. Enfin, néanmoins, si vous regardez ici, vous avez sur la quantité de prise, on dit classiquement que l'idéal est d'avoir 5 fruits et légumes par jour. Regardez donc un petit peu l'interrogatoire, l'interview plutôt d'un certain nombre de gens, par centaines de milliers qu'on a interpellés. On a demandé effectivement comment ils mangeaient, quelle était la répartition, etc. Et vous voyez clairement qu'entre ce qui est recommandé, qui est là en gris, et ce qui est clairement pris par au moins un tiers de la population ici, vous voyez, 1 à 2 prises par jour maximum. Le légume a potentiellement disparu de l'assiette. Et ainsi que c'est moins vrai pour le fruit, parce que comme nous avons une appétence pour le sucre, les fruits sont plus sucrés que les légumes, et bien les gens ont moins de difficultés à manger le sucre. Et c'est ce que traduit cette courbe. Vous voyez clairement, avez-vous l'impression d'être dans les 5 fruits et légumes journaliers? Oui, un quart d'inconditionnel, vous avez les consciencieux qui obéissent. Oui, c'est pas bon, mais on va le faire. Et vous avez tous ces gens-là qui sont des suiveurs, des contraints, etc., qui vraiment ne sont pas convaincus, ou pas convaincus du tout. Causez toujours, on verra ce que je fais une fois que la porte est fermée. Voilà. Enfin, nous, notre rôle, c'est de livrer l'information et d'expliquer clairement ce qui s'y passe. Donc, vous voyez, les fruits et légumes, il faut considérer qu'ils doivent faire leur retour dans nos assiettes, peut-être en plus grande quantité, parce qu'en plus, ils ont d'autres vertus, ils diminuent considérablement le risque du cancer du côlon, parce que quand on mange trop gras, eh bien, les acides biliaires brûlent l'intestin et on augmente son risque de faire des cancers du côlon. Donc on peut prévenir plein de choses en mangeant, et ça un retour sur ce qu'on appelait l'origine crétoise, on en a entendu parler, qui n'était pas que des légumes et du poisson. Enfin, on pourrait s'apesantir sur le poisson, certains d'eux, vous êtes gentils, vous dites ça, mais le poisson il est facile, le plomb de mercure, etc. Oui, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort, mais bon, c'est une autre affaire. Vous verrez que j'avais parlé des poissons, c'était pas fait exprès. Autre sujet d'inquiétude, parce que là il faut livrer clairement l'information aux populations, le cannabis n'est pas une drogue récréative. C'est régulièrement, on voit ressurgir dans les débats publics, faut-il faire comme aux États-Unis, etc., etc., et organiser le circuit, peut-être. Faut-il ne pas prévenir les patients de ce qu'ils risquent en fonction du volume de ce qu'ils fument? La réponse est non. On doit clairement leur expliquer tous les ans, où on voit de manière crescendo les accidents vasculaires de gens jeunes liés directement à la consommation de cannabis. Doit-il encore s'appeler le cannabis? La réponse est non. Ça n'est plus du cannabis. Si vous considérez la concentration de la molécule qui donne l'effet recherché, elle est 8 à 9 fois supérieure au cannabis des années 60. Vos parents, vos grands-parents n'ont pas fumé la même chose que ceux qui fument aujourd'hui. Donc ça, c'est un message à passer. C'est qu'aujourd'hui, le cannabis qui est proposé, qui est vendu, c'est plus du tout le même que celui qui est relaté dans l'esprit des gens de 1968 qui vont bientôt fêter l'anniversaire. On va bien s'offrir un cannabis. Bien oui, si vous offrez un cannabis, ce n'est pas
une consommation d'une cigarette de cannabis, mais 8 à 9 simultanément que vous aurez fumé. Voilà ce qu'est une image démonstrative de ce qu'est le cannabis aujourd'hui. Alors ça donne pas seulement des infarctus cérébraux, mais ça donne aussi des infarctus du myocarde, cœur, des gens qui, des jeunes que l'on voit régulièrement en France, hein, on a quelques-uns à Saint-Quentin, partout, tous les ans qui sont victimes de ça. C'est pas anodin chez une personne jeune qui va être handicapée toute sa vie, et si l'accident est de taille importante. La vie moderne nous a réservé quelques surprises. Les dissections, c'est une déchirure de l'artère. Vous imaginez votre blouson, il y a une partie qui est un double, hein, vous le déchirez, il y a un hématome à l'intérieur entre la paroi extérieure et la partie interne, et ça referme l'artère. C'est plus fréquent qu'avant. Dans les années 90, ou aux États-Unis, on avait beaucoup augmenté ça. On appelait ça la maladie de la femme au téléphone. Ma tête comme ça. Voilà. Ah ben, je vous livre les propos de l'époque. Ce ne sont pas des propos référenciés. Voilà. Et parce qu'effectivement, on décrivait beaucoup plus d'accidents chez les femmes, et parce que les gens téléphonaient encore avec le combiné, qui tenaient comme ça, avec la tête penchée, hein, et donc ils avaient une plicature de l'artère avec la déchirure. On a vu ça après avec les jeux qui sont apparus, Space Mountain et autre chose, où les gens étaient assis, hop, on accélère brutalement, la tête part en arrière et on faisait des déchirures. Donc ça, c'est les... Alors bon, peut-être que le parapente peut donner la même chose et bien d'autres choses, c'est-à-dire c'est des sports extrêmes, des rotations brutales de la tête, des accélérations brutales qui sont des facteurs favorisants. Ce sont des accidents très rares, plutôt réservés aux gens jeunes, mais il faut savoir qu'ils sont en constante augmentation à cause de la vie moderne. Et ça, ils ne sont pas vraiment... Enfin, si on évite les sports extrêmes, il y a des raisons de penser qu'on peut éviter. L'activité physique, oui, eh bien, aussi bien quand on est malade du cœur que quand on ne l'est pas, vous voyez qu'il y a un bénéfice en fonction de si on en fait un peu, moyennement ou beaucoup, vous voyez qu'on peut avoir une réelle efficacité, et ça se traduit d'autant mieux par tout ça. Vous voyez, quand on marche régulièrement, ce que vous avez entendu dans un certain nombre d'informations, 30 minutes de marche rapide par jour, enfin attention, il ne s'agit pas de faire le marathon, je sais bien qu'on est en période de Jeux Olympiques, mais il s'agit en tout cas de faire régulièrement de la marche. Regardez donc comment c'est intéressant. Une efficacité sur le diabète, vous baissez le taux global de sucre, vous baissez aussi votre cholestérol, vous baissez votre tension artérielle, vous permettez d'augmenter l'abstinence. Parce que quand vous faites du sport ou de la marche rapide, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Votre cerveau, il est bien plus intelligent que les drogues externes, puisqu'il fabrique ses propres drogues. Donc vous sécrétez des endorphines, des morphines dans votre cerveau qui vous donne une sensation d'être apaisé, d'être bien et de ne pas avoir envie de fumer. Donc droguons-nous naturellement si le sport permet d'éviter des maladies cardiovasculaires. Et vous avez la même chose avec le tabac, donc je viens de le dire, et ça fait diminuer le poids également, et vous avez un effet psychologique intéressant. Oh là j'aborde les vaccins, qui a osé nous empoisonner, etc. Vous connaissez la paranoïa des réseaux, eh bien on va la détruire tout de suite. Je disais à certains de mes collègues il y a 5 ans, vous allez voir, les épidémies vont revenir. Regardez à Bordeaux avec la rougeole. Regardez en Espagne avec la diphtérie, des maladies que moi j'ai apprises dans les livres, que je n'avais jamais vues et que mes collègues espagnols commencent à revoir. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est un exercice de solidarité qu'on vous propose, c'est-à-dire c'est de considérer qu'il vaut mieux une petite piqûre pour soi-même et un petit risque éventuel pour protéger la collectivité et moi-même. La première guerre bactériologique mondiale, c'est Christophe Colomb, jamais de la grippe, en Amérique du Sud, et je décime la totalité des populations. Quand on n'a jamais été immunisé contre la grippe, aujourd'hui, personne ne dit encore assez que lorsqu'on a décrié la vaccination publique dans les stades, etc., on est censé gausser de ce qui s'était passé, y compris à le ridiculiser, vous vivez encore aujourd'hui sur les acquis de cette vaccination-là, qui vous protège annuellement, parce que vous avez déjà rencontré ce virus mutant qui mute tout le temps, c'est jamais le même, c'est un formidable virus qui est capable sans jamais de changer de visage. Je sais pas moi, c'est un autre, et donc il mute tous les ans, un peu ou pas beaucoup,
1918, c'est la grippe espagnole. Au sortir de la guerre, ils sont déjà pas mal abîmés, ils ont faim, ils ont soif, etc. Et ils meurent de la grippe, qu'on a appelée grippe espagnole, mutation rapide. Donc il faut envisager de se vacciner. Alors, j'entends toujours les questions, oui, mais enfin, vous savez, docteur, ça ne marche pas tout le temps. Je me suis fait vacciner, j'ai plus de 65 ans, la vaccination est gratuite, ça ne marche pas. Eh bien, ils ont raison aussi. Parce que quand on est jeune, la capacité de se défendre contre une particule extérieure, qui est le vaccin en question, c'est 80%. Si vous êtes à 90 ans, c'est 20-30%. Parce que votre système immunitaire, et comme le reste, il est un petit peu usé. Donc, ça a interpellé les Anglais, qui, comme vous voyez, quand on regarde un peu la vaccination, comment elle est disparate d'une région à l'autre, vous voyez ici, nous, pour une fois, on est assez champions, donc un petit cocorico local, on arrive à vacciner quand même un certain nombre de gens. Mais regardez donc ce qui se passe sur les courbes, vous voyez très bien que les gens âgés font pas mal de grippe par an, mais ceux qui en font le plus, ce sont les jeunes. Or, c'est eux qui ont le système immunitaire le plus armé pour éviter de propager la maladie. Ce qui a fait dire aux Anglais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, sinon de consommer des crédits publics de manière répétitive annuellement pour vacciner une population dont on peut espérer que l'essor de protection est faible et leur nombre insuffisant par rapport au volume de population qui est touché. Donc leur question, c'est finalement, est-ce qu'on ne doit pas faire l'inverse, vacciner les jeunes pour éviter qu'ils aient des grippes en grand nombre et qu'ils évitent de propager à leurs aînés qui ont des défaillances immunitaires la grippe, parce que la grippe, quand vous avez la grippe, vous toussez, vous avez une fièvre élevée, etc., votre cœur s'accélère, un cloc, puis il envoie des embolies dans le cerveau. C'est ça le lien entre la grippe et l'accident vasculaire. Votre cœur est un peu défaillant quand vous avez 75, 80, 90 ans, et si vous avez la grippe par-dessus, vous faites des embolies que vous auriez pu éviter si l'exercice de solidarité qui aujourd'hui est en train de renaître, on peut l'espérer, fait en sorte que les gens se revaccinent. Donc ça, je suis un militant de la vaccination parce qu'il faut comprendre que c'est un petit bout de sa liberté personnelle que l'on met en commun avec les autres pour être protégé. Et les faits nous donnent raison. La rougeole, vous avez vu cette dame de 32 ans qui est décédée de la rougeole. Moi, j'ai jamais vu le décès de la rougeole depuis 20-25 ans. Et si vous diminuez le nombre de gens vaccinés, et bien à ce moment-là, vous propagez la maladie et vous recréez les conditions pour que beaucoup plus de gens soient malades. Donc mettons un peu de notre intérêt personnel en commun avec les autres, et l'intérêt collectif est manifestement utile. Voici en synthèse qu'on pourrait dire de tout ce qu'il y a à faire. Chacun après picore ce qu'il a envie de faire ou de regarder. Mais en tout cas, je pense qu'il est essentiel, et je crois l'avoir assez dit, pour les gens les plus âgés, c'est corrigeons l'hypertension artérielle, parce que ça, c'est absolument indispensable et c'est un facteur maîtrisable tout de suite. 250 médicaments, on baisse la pression. C'est difficile à prendre, les médicaments. Même moi, des fois, je prends des antibiotiques, je sais que je dois les prendre 4-5 jours, autre jour, j'ai oublié. Voilà, mais oui, c'est pas toujours facile, mais il faut trouver des solutions. Par exemple, on peut très bien dire, j'ai mes médicaments pour l'hypertension, la seule façon d'oublier, c'est j'ai ma table de nuit, ils sont là tous les matins, dès que je me lève, paf, je les prends. Voilà. Si vous fixez un point d'ancrage spécifique, et pas de dire « oh bah oui, il faut aller dans la cuisine, puis je vais manger aujourd'hui à 10h, et puis la veille j'aurais mangé à 8h, j'ai oublié, est-ce qu'il faut que je les reprenne ou pas, bah, je verrai ça demain ». Non, la seule façon c'est d'être fixe et d'avoir un point où on les met. L'hypertension, le tabac chez les jeunes, ça c'est absolument important. L'alcoolisme aigu, ça c'est important à faire passer comme message chez les jeunes. Et l'activité physique, il faut que nous retrouvions parce que nous mangeons trop et nous ne dépensons pas assez. Et donc c'est le phénomène des portes d'entrée et des portes de sortie. Si dans votre chaudière vous mettez 25 kg de charbon alors qu'il en faut un, rapidement la chaudière est étouffée. Donc il faut absolument faire en sorte que vous mettiez la quantité adéquate pour que vous ayez chaud et que vous ne soyez pas mort étouffé. Vous voyez ce chiffre intéressant, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si on mettait bout à bout tout ça avec vaccination incluse, on évite 40% des accidents vasculaires. On aurait un chiffre national dans l'idéal, c'est bien que l'idéal n'existe pas, de 100 000, allez mettons 100 000, 50 000 de moins. Alors,
Est-ce que c'est utile? Oui, parce que l'accident vasculaire reste une des premières, si ce n'est dans certaines catégories de population, la première cause de handicap. Les gens ne peuvent plus travailler. Et vous savez quel est le coût final d'un accident vasculaire pas traité, pas prévenu? 130 000 € au moins en France. On essaie d'assortir les chiffres, multiplier ça par 150 000 fois 130 000, vous avez vu la somme? Alors là, on peut abonder dans le curatif. On va en payer des cotisations sociales si on ne traite pas ce problème qui est manifestement évitable pour un bon nombre de cas. Regardez donc ce que disent les autres de nous, sachons-nous, regardez. Curatif, nous sommes sur le podium. Ce que disait le maire tout à l'heure, nous sommes partis prenant des 3 premiers pays du monde qui sont en capacité d'avoir les meilleurs soins cocorico pourvu que ça dure. Mais si on veut que ça dure, il va falloir qu'on se décide enfin à sortir de l'ornière parce que nous sommes partis prenant des plus mauvais pays en matière de prévention. Les plus mauvais. On sait très bien soigner, mais on sait très mal faire de la prévention. Et donc c'est pour ça que vous entendez régulièrement et maintenant, de manière assez soutenue, le plan de la nouvelle ministre de la Santé qui est d'inclure et d'armer le système de santé autour de la prévention parce que c'est là que les enjeux, je viens de vous le démontrer, avec l'accident vasculaire, c'est un prototype caractéristique qui permet de bien montrer que si on évite, comme disaient nos anciens depuis très longtemps, prévenir c'est guérir. Voilà. Et pour terminer, des raisons d'être optimiste. Cette génération qui arrive derrière nous, que l'on décrit sans arrêt, regardez donc ce qu'elle est en train de faire. Alors sur sa consommation d'alcool, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec des amis et souvent le week-end. C'est une publication qui est très récente, l'OCDE qui était relayée récemment, à peine une semaine. Et alors qu'est-ce que vous y voyez? C'est que leur consommation d'alcool est de plus en plus ciblée, ce que je l'ai dit là. Comment ils consomment, c'est les amis et les week-ends. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre et puis surtout regarder ça un peu. Est-ce que le tabac a encore une bonne image auprès des jeunes? La réponse est non. La consommation, elle est en train de commencer à chuter. C'est has-been. Ils disent plus comme ça maintenant. Si je dis ça à ma fille, elle dit plus comme ça. Voilà, donc, eh bien, on voit que l'intérêt que les jeunes portent au tabac, il est en train de chuter, heureusement. Sinon, c'est par pelletée de dizaines de morts qu'on va compter les morts suivantes. Vous avez une idée peut-être du nombre de morts? On vous le dit très souvent dans les médias, 75 000 morts de tabac tous les ans. Et alors, ceux qui osent vous dire que ça rapporte plus de taxes, que ça crée de dommages financiers pour la santé, eh ben c'est totalement l'inverse. Ça coûte plus cher de laisser fumer les gens parce qu'il faut mettre tout bout à bout. C'est bien de faire des calculs savants et de dire ça coûte, ça rapporte, etc. Oui, mais ça coûte quoi? Ça coûte le fait que les gens se sont fait soigner pour des maladies graves, ça coûte très cher. Et puis, s'ils sont jeunes, ils ne vont plus travailler, ils coûtent en allocation, ils coûtent en fait qu'ils n'ont pas payé leur cotisation sociale, etc., etc. Si vous mettez ça bout à bout, le calcul est clair. L'État s'est laissé inféoder un boulet au pied à prendre 12 à 14 petits milliards par an pendant que ça lui coûte 20, 25 au moins tous les ans. Et il n'y a pas moyen de sortir de ça. Tout simplement parce que si on assoit progressivement les taxes de plus en plus élevées, il va y avoir une chute de la recette immédiate, mais qui sera payante en termes de prévention, parce que c'est là qu'est le drame. La prévention, ça rapporte plus tard que ce qu'on a choisi d'organiser sur l'assise financière. Et puis le cannabis, à l'envers, ça commence aussi à interpeller les jeunes. Donc ça commence à porter ses fruits. C'est la génération Z en qui il faut porter beaucoup d'espoir parce qu'elle est, dit-on, altruiste, mais en tout cas elle est en train, elle, de comprendre que son intérêt, ça n'est pas seulement de regarder les réseaux et les forums puis de dire « au secours, tu as attrapé une maladie » et de diffuser la paranoïa ambiante, c'est au contraire de comprendre au travers des infos qu'on peut avoir où est son intérêt à une époque où on considère son propre corps comme étant quelque chose auquel on doit porter le plus grand soin. Je vous remercie.